Et si aujourd'hui, on parlait d'un gros morceau? Un monument de la littérature jeunesse devenu une référence absolue à la fois pour la pop culture et pour tous les gens nés dans les années 90-2000, aujourd'hui, on va parler d'Harry Potter. Que ce soit en littérature, au cinéma ou sur internet, on a tous déjà entendu parler du plus célèbre des sorciers à la cicatrice, accompagné de ses deux acolytes qui, pendant 7 livres et 8 films, vont grandir dans un monde entre réalité et magie. On va revenir sur les 8 films afin de savoir pourquoi la saga est-elle devenue l'une des plus riches et les plus importantes du cinéma. Tout commence en 2001 avec Harry Potter à l'école des sorciers et comme vous vous en doutez, le film a fait un véritable carton. L'histoire d'un jeune orphelin qui du jour au lendemain apprend qu'il est un sorcier You're a wizard, Harry. et une star dans le monde de la magie attirant les admirateurs mais aussi les jaloux et les ennemis. L'école des sorciers est particulier puisqu'il pose les bases d'un nouvel univers, la genèse d'une saga qui va durer une bonne dizaine d'années, c'est donc important de s'attarder un peu là-dessus. On est clairement dans le monde de l'enfance et de la découverte. Les couleurs sont vives, on montre clairement qui est gentil et qui est méchant, et on suit l'histoire à travers les yeux du héros principal pour que le jeune spectateur puisse s'identifier. Ce premier opus est réalisé par Chris Columbus, un habitué des films pour enfants puisqu'il est à l'origine du scénario des Goonies et de Maman j'ai raté l'avion 1 et 2, donc un spécialiste du style. Le film est un pur copier-coller du livre, que ce soit dans les scènes de cours, les matchs de Quidditch ou encore la coiffure d'Hermione. Tout était fait pour que les jeunes fans de la saga voient à l'écran ce qu'ils s'imaginaient en lisant les bouquins. Pour avoir revu les films pour l'écriture de cette chronique, je trouve le premier opus aujourd'hui vraiment simplet, alors qu'à l'époque, j'adorais l'école des sorciers. Le côté monde magique faisait rêver et à la fin du film, on avait tous envie d'avoir une baguette pour faire ce qu'on voulait avec. Maintenant que les bases sont posées, on rentre un peu plus dans le passé d'Harry avec la Chambre des Secrets, en mettant en avant les premiers indices sur son lien avec Voldemort. Dans la Chambre des Secrets, les personnages sont toujours des enfants, mais on sent qu'on commence à rentrer dans un âge un peu plus mature. On confronte Harry à des corps pétrifiés et l'histoire de la mort de Mimi Géniard lui montre que derrière le monde magique se cache une part sombre à laquelle il ne pourra pas échapper. Le coup de grâce sera le duel contre Tom Jedusor qui veut clairement sa peau et qui sera sa deuxième victoire face au Seigneur des Ténèbres. C'est à partir du prisonnier d'Azkaban que les choses commencent à changer, Columbus laissant sa place à Alfonso Cuarón, plus habitué aux films plus sombres et moins conventionnels. Le prisonnier d'Azkaban a été l'un des films Harry Potter les plus sous-estimés sous prétexte qu'il était trop sombre et ne ressemblait pas aux films précédents, mais aussi l'un des plus appréciés par les fans au fil des années. C'est également l'un des films les plus intéressants en matière d'intrigue. On s'écarte un peu de l'univers du bouquin et on prend quelques libertés. On montre le début des sentiments entre Ron et Hermione, les costumes sont plus débraillés en mode YOLO cousin, on en a marre des uniformes des 2 premiers volets, et on fait évoluer les personnages, notamment celui d'Hermione, qui montre que derrière le rat de bibliothèque se cache une battante capable de se servir d'autre chose que de sa baguette. Mais le véritable basculement de l'enfance à l'adolescence se fera dans le volet suivant, la coupe de feu. S'il y a bien un film qui vous hurle à la gueule que les héros veulent pécho, c'est bien la coupe de feu. Une grande majorité des scènes du film tournent autour de la découverte de l'amour et des sentiments, notamment la jalousie de Ron qui n'est pas foutu de comprendre que ce n'est pas en se moquant d'Hermione et en lui parlant mal qu'il va réussir à la pécho, l'arrivée des élèves étrangers, notamment les filles de Beauxbatons qui se font littéralement reluquer dès leur arrivée, la gêne lors du cours de valse avec Ron en guise de cobaye et Fred et George qui se foutent bien de sa gueule, et surtout la séquence du bal et l'arrivée d'Hermione en robe de soirée. La coupe de feu s'attardera également sur la célébrité d'Harry, les bons comme les mauvais côtés, et le fait qu'il attire les médias et les convoitises. Il montre de plus en plus le côté sombre du monde des sorciers jusqu'à la séquence finale de la mort de Diggory et le moment où Harry ramène son corps à Poudlard, ce qui sera sa première véritable confrontation avec la mort et l'une des scènes les plus poignantes de la saga. C'est surtout ce film qui montre enfin ce que les fans attendaient depuis des années, le visage de Lord Voldemort. Le 4e volet est clairement une rupture avec les films de Columbus et Cuarón et annonce la couleur que prendront les films suivants, la guerre est déclarée. C'est à partir de l'Ordre du Phénix et de l'arrivée de David Yates à la réalisation que les Harry Potter deviennent des films à part entière et non de simples adaptations de romans.
Le 5e film se concentre sur l'armée de Dumbledore et la mort de Sirius Black qui seront deux éléments ultra importants pour l'intrigue, mais également sur l'évolution de Harry, encore traumatisé de la mort de Cédric et de sa rencontre avec Lord Voldemort, qui va commencer à ressentir un lien télépathique avec le mage noir qui tente de le manipuler. Le film est plus sombre, avec un montage plus rapide et condensé, les décors perdent de leur couleur, à l'exception du bureau d'ombrage, et on tente de nouvelles technologies. Vous vous souvenez de la scène dans la salle des prophéties, celle avec tous ces globes en verre remplis de fumée? Eh bien, c'est l'une des premières scènes entièrement réalisées numériquement. Aujourd'hui, c'est devenu quasi la norme, mais à l'époque, en 2007, c'était une révolution dans la saga et le cinéma en général. Le film se termine sur le combat entre Voldemort et Dumbledore, très beau visuellement, mais qui ne sera pas l'un des plus marquants de la saga. Le 6e opus, Le Prince de Sang-Mêlé, me paraît cependant plus intéressant que son prédécesseur. En effet, les personnages ont évolué et sautent clairement à pieds joints dans l'âge adulte, les histoires aussi évoluent, notamment celle de Ron et Hermione, où ce dernier a enfin compris qu'il devait arrêter de se comporter comme un con s'il voulait la pécho. Ah non, pardon, j'ai rien dit. L'ambiance est plus pesante, plus sombre, plus adulte à l'image des spectateurs qui suivent la saga depuis le premier volet, et c'est pas plus mal. Bien sûr, on n'échappe pas à un côté teen movie, avec les flirts, les histoires de je sors avec un mec que je peux pas sentir juste pour te rendre jaloux, des allusions sexuelles et amoureuses avec des plans suggestifs et quelques répliques assez évidentes. Think you could introduce me to your friend Granger? Wouldn't mind getting on a first name basis, know what I mean? Mais on est très vite rattrapé par la menace de Voldemort sur Poudlard et le monde des sorciers, notamment avec la mystérieuse mission de Malfoy, Ron qui manque de mourir empoisonné, l'atmosphère sombre qui s'installe tout au long du film qui leur rappelle que tout le monde peut y passer du jour au lendemain et que surtout le monde des sorciers va entrer en guerre. Et puis, il y a eu la fin. La mort de Dumbledore était à la fois attendue et crainte par les fans. Tu as beau avoir lu les livres une ou plusieurs fois avant la sortie du film, quand tu vois cette scène à l'écran, tu ne bouges plus. Je pense que c'est devant la saga Harry Potter que j'ai pris mes premières claques cinématographiques. Assister à ce genre de scène alors que tu connais déjà l'histoire m'a fait prendre conscience de l'importance de l'image et du fait qu'il suffit juste d'un plan ou d'une scène pour te faire ressentir une émotion. Mais là, on arrive vers la fin de la saga et surtout sur le dernier tome, tellement fourni en détail qu'il a fallu 2 films pour ne rien perdre en matière d'intrigue. C'est à partir du 7e tome que les films Harry Potter ne se concentrent plus sur l'univers de Poudlard et d'Harry Potter, mais deviennent de véritables films de guerre. On sent que les films sont les plus sombres de la saga, et ce, dès les premières secondes. On reste encore un peu dans le monde des sorciers avec la séquence du mariage qui est clairement une illustration du calme avant la tempête, mais dès cet instant, c'est la guerre. Et David Yates a réuni tous les ingrédients pour le montrer. Les personnages qui se cachent sans arrêt, le campement dans les bois, la radio pirate qui rappelle Radio Londres, remplacer les baguettes magiques par des pistolets ou des armes de gros calibre, les mange-morts par les soldats ennemis et l'armée de Dumbledore par les résistants, et vous obtenez un film sur la Seconde Guerre mondiale. La deuxième partie est, comme vous le savez, principalement centrée sur la bataille à Poudlard. Les retrouvailles avec les alliés, les terrains conquis par l'ennemi, sans parler des morts marquantes et des blessés, tout est fait pour que ce dernier film montre clairement la fin de l'innocence des héros et leur entrée dans le monde des adultes de manière brutale. Personnellement, j'ai aimé ces 2 derniers films. La tension était quasi constante, même si le coup de faire des couples à la dernière minute n'était pas nécessaire, mais bref, passons. Les personnages sont tous quasiment au sommet, mention spéciale à Neville long du bas, et les scènes de bataille sont toutes pratiquement dantesques. Alors, pourquoi la saga Harry Potter est-elle devenue culte? Eh bien, tout dépend à quel moment vous avez découvert la saga. Pour ceux qui ont grandi lors de la sortie des films au cinéma, la saga est devenue culte purement par nostalgie. J'ai commencé à lire Harry Potter à l'âge de 10 ans, à l'époque de la sortie du premier film. J'ai pratiquement grandi en même temps que les personnages et les acteurs, ce qui me permettait de m'identifier plus facilement aux personnages, particulièrement celui d'Hermione. Oui, désolé pour ceux qui la trouvent chiante, mais passer d'une gamine un peu autoritaire qui veut montrer ses skills en magie à une battante qui prend les devants, met des pains dans la gueule quand on l'emmerde et est capable de survivre à une putain de séance de torture, moi j'appelle ça une warrior. Harry Potter est une saga qui a marqué énormément les gens, moi y compris. Elle a bercé toute une génération et continue de le faire aujourd'hui avec les rééditions des bouquins et l'arrivée des films sur Netflix. Elle attire encore et toujours les fans qui cherchent à entrer eux-mêmes dans ce monde dans lequel ils ont été bercés. Entre la station 9-3/4 à la gare de King's Cross, les goodies et les lieux de tournage transformés en musée, vous avez de quoi vous replonger dans cet univers et retrouver un peu de cette magie que l'on a ressentie devant les films et les bouquins. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu.
N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à mettre un petit pouce bleu et à partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!